Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on relance le débat là pour qu'il y ait le temps suffisant pour la table ronde. Merci pour votre question. Et donc, j'ai l'honneur d'accueillir à la table ronde d'abord Monsieur Grégory Doucet, qui est en visio depuis Lyon, donc qui est maire de Lyon, coprésident de la commission santé de l'association France Urbaine. Bon, pour le moment, il est parti une pause. On a dû être trop long. Monsieur Émile Roger Lomberti, maire de Limoges, coprésident aussi de la commission santé de l'association France Urbaine. Bonjour Monsieur Doucet. Bienvenue. Qui nous a enregistré une vidéo parce que malheureusement il avait un impondéable, il a la gentillesse de nous enregistrer une vidéo que vous allez voir très intéressante. Donc le professeur Fatih Nourachemi, qui est présidente de la commission médicale établissement du CHU de Toulouse, si vous voulez bien venir, s'il vous plaît. Merci, on peut l'applaudir. Voilà. Alors, présidente de la CME, c'est la personnalité star d'un CHU. Hein. Donc, vous voyez qu'on a pris vraiment ce qui se fait de mieux dans le... Mais c'est la personnalité centrale. Madame Ghislaine Sicre, qui est infirmière, présidente de Convergence Infirmière. Nous savons ce que l'on doit aux infirmières dans ce système de santé. Et vous allez voir, c'est très intéressant d'avoir les visions de quand on libère les énergies, tout ce qui peut se faire, et c'est l'objectif de ces territoires. Le docteur Philippe Cuc, qui est probablement un des médecins les plus éprouvés dans toutes les organisations syndicales, qui est, depuis je crois qu'il est étudiant dans les organisations syndicales, qui en a fait, et qui a créé je crois la première organisation syndicale des chirurgiens, qui est maintenant coprésident d'un des plus importants syndicats de médecine de chirurgie, c'est-à-dire du bloc opératoire, l'ensemble, les anesthésistes, les chirurgiens et les obstétriciens. Merci beaucoup d'être ici. Alors, encore une fois, on a dit qu'on ne parlait pas des statuts. Enfin, chacun est libre de le faire, mais c'est qu'en fait, on va parler des professionnels de santé au sens large. Encore une fois, on n'est pas dans un débat entre professionnels de santé. Et là, je pense qu'on a vraiment des professionnels de santé qui ont une hauteur de vue qui va permettre au débat d'être très riche. Monsieur professeur Stéphane Oustric, président du conseil départemental de la Haute-Garonne de l'Ordre des médecins. Et je crois membre du Conseil national de l'Ordre des médecins, personnalité éminente, je sais, du département et de la région. Merci beaucoup d'être là. Je crois médecin généraliste, professeur d'université et médecin généraliste. Il n'y en a pas assez, mais voilà, que les professeurs d'université ne sont pas tous à l'hôpital. Évidemment, il faut probablement le développer aussi en médecine générale. François Chollet, vice-président de Toulouse Métropole, élu coordinateur en charge de la mobilisation. Le monsieur Covid pendant la crise, donc personnalité éminente. Alors, ce que je propose, c'est qu'on lance la vidéo de monsieur Lomberti, qui ne pourra pas donc participer aux échanges, mais donc on va écouter son propos, et après, on posera une question à monsieur Grégory Doucet. On va essayer de faire 2 tours d'intervention des personnalités de cette table ronde. On démarrera par monsieur Doucet, qui est à distance. Oui, bonjour à tous et félicitations aux organisateurs de ces journées concernant la santé et la territorialité. C'est un sujet que je connais un peu puisque, en tant que psychiatre et psychiatre hospitalier, président de CME et ayant participé à 2 programmes de santé 2000-2010 pour le territoire du Limousin, j'ai eu à voir et à connaître des problématiques de territorialité. De mes rencontres internationales, j'ai été amené à beaucoup réfléchir sur la façon dont la santé pouvait être considérée, organisée, structurée. Avec l'expérience liée à l'âge et à l'intérêt que je peux porter à la cité et à la campagne,
il m'est apparu que notre système de santé et les systèmes de santé en général reposaient sur deux pieds qui étaient apparemment opposés. D'un côté, le monde économique, et la caricature, c'est le monde économique à l'américaine. Si vous n'avez pas d'assurance suffisante, vous n'avez pas de soins. Et d'autre côté, un modèle qui est le modèle européen, et dont le modèle français est issu d'une longue pratique. 1936, la sectorisation psychiatrique envisagée au niveau du département, la territorialisation. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de nouveau. 1945, 1960 pour la psychiatrie, puis petit à petit, la prise en charge des maladies chroniques va amener à réfléchir sur un modèle qui soit un modèle de santé publique qui va s'opposer au modèle économique. Aujourd'hui, à l'aune des expériences portées par le Covid, je me rends compte de toutes les revendications territoriales de gestion de santé, et la réunion de Lyon présidée par Grégory Doucet et qui était consacrée au concept de One Health, une seule santé, montre bien la complexité de tous ces problèmes et montre bien la difficulté à concevoir une politique de santé qui articule la prise en charge territoriale pour faire en sorte que chaque citoyen puisse bénéficier d'une prise en charge à la fois dans la prévention, puis dans la détection potentielle des maladies, puis dans le soin le plus rapide possible des pathologies en cause, qu'elles soient pathologies mentales ou qu'elles soient pathologies organiques, et qu'enfin, l'ensemble de la population puisse être mobilisée par des apprentissages très tôt. Je crois, pour avoir vu en Hollande, en Allemagne et aux États-Unis, des modèles qui sont des modèles dans lesquels la prévention, la prise en charge complète d'un territoire et des populations sur ce territoire reste quand même la grande fonctionnalité qui est celle que préconise et que souhaiterait l'OMS, malgré toutes les vocations, j'allais dire un peu utopiques, d'une santé parfaite pour un homme parfait. Aujourd'hui, la territorialité doit être repensée à l'aune aussi d'une organisation. Prévention et soins ne font qu'un et ne sont que des maillons continus d'une chaîne qui est une chaîne de progrès social et de progrès en matière de santé. Je voudrais vous inviter à réfléchir sur les contradictions qu'il y a entre le fait de vouloir décider sur les territoires et le fait de se coordonner au plan national. Et enfin, sur un modèle qui est un modèle qui nous pose question aujourd'hui, c'est celui de l'hyperspécialité qui ne peut pas être n'importe où, parce que pour que les gens, en termes de pratique médicale, pour que les professionnels aient une aptitude technique très importante, il faut qu'il y ait un volume d'actes réguliers suffisamment considérable. Et toute la difficulté aujourd'hui repose sur le modèle de la décision locale, de la prévention aux soins et la spécialisation des soins de très grande qualité qui ne peuvent pas être faits partout en France. Je pourrais vous parler des heures. Je sais que vous allez être très dynamique et très actif. Je vous souhaite des journées agréables et je vous remercie de m'y avoir invité. Un tout petit souci de santé m'empêche d'y être. Eh bien, ça fait partie du sujet. Merci à tous et bonne journée. Merci, Monsieur Lamberty. On voit que l'essentiel des points ont été abordés, la complexité du système, la continuité. Nous avons un défenseur du nouveau modèle.
Monsieur Doucet, si vous pouvez nous donner, moi ce que je propose, c'est d'abord comme première question, une question assez générale, c'est donc votre avis sur cette territorialisation. Est-ce que c'est une bonne façon d'aborder cette place de nouveaux acteurs? Je sais que vous êtes très attaché à cette One Health, mais est-ce qu'il y en a d'autres et quelle est votre vision par rapport à ça? Et après, on refera un petit tour de table sur une question un peu plus spécifique, c'est comment on fait travailler ensemble, d'abord les professionnels de santé de tous les secteurs et les professionnels de santé avec, puisqu'on a été dit par Monsieur le maire, le but c'est pas que les collectivités territoriales deviennent les gouvernants des professionnels de santé, donc comment on fait travailler tout ça ensemble. Donc d'abord, c'est votre avis général. Merci. Alors, petite précision, et je m'en excuse d'ores et déjà, je ne vais pas pouvoir rester après 20 heures. J'ai malheureusement un autre engagement après, donc je vais essayer de synthétiser un peu tout ce que je voulais vous dire sur le sujet en reprenant les éléments, mais je vais bien répondre sur la question de la territorialisation. Je voulais simplement vous préciser en introduction d'où je parle. Là, je ne m'adresse pas nécessairement à vous en tant que maire de Lyon, même si je m'adresse aussi en tant que maire de Lyon, mais c'est surtout en tant que coprésident avec Émile Roger-Lomberty, que nous avons entendu juste avant, de la commission santé de France urbaine, que je m'adresse à vous. Et dans cette commission santé, on a souhaité, quand on a commencé nos travaux il y a environ 2 ans avec Émile Roger-Lomberty, définir un peu les cadres conceptuels. Vous venez de l'évoquer à l'instant, hein, Monsieur Bizard, on est très attaché effectivement au cadre défini par l'OMS. On aura l'occasion de revenir sur ce qu'est la santé globale, mais d'abord, tout simplement, on s'appuie pour nos travaux, pour nos échanges sur la définition de la santé selon l'OMS, qui a été reformulé il n'y a pas si longtemps que ça, comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et pas simplement comme une absence de maladie ou d'infirmité. C'est important de le dire parce qu'il y a le mot bien-être là-dedans. Et d'ailleurs, un peu en guise de clin d'œil et de réponse à la remarque que vous formuliez tout à l'heure, Monsieur Bizard, en tant qu'élu écologiste, effectivement, c'est d'abord le bien-être de ma population qui m'importe. Et donc, à cet égard, bien évidemment, la santé de mes concitoyens et concitoyennes, pour moi, est une absolue priorité. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans d'autres cadres. Et donc, effectivement, pour établir cette santé, cet état complet de bien-être physique, mental et social, eh bien, il est important, comme le recommande l'OMS, d'avoir une approche globale. Cette approche globale, ce concept de One Health auquel on a plusieurs d'entre nous ont fait référence, c'est quoi? C'est de considérer eh bien, la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale ensemble. C'est important parce que ça éclaire aussi, pour le coup, le rôle que l'on peut avoir en tant que collectivité locale. Alors, oui, la place des collectivités locales en matière de santé, elle est fondamentale. On l'a vu, d'ailleurs, ça a été rappelé par Jean-Luc Moudin, que je salue au passage dans son introduction. On l'a vu à la faveur de la crise sanitaire. Les collectivités, elles ont fait des masques, elles ont mis en place des centres de vaccination. Bon, cher Jean-Luc, je croyais que c'était à Lyon qu'on avait le plus gros vaccinodrome, mais peut-être je veux bien m'incliner sur ce coup-là. On était aussi en première ligne pour mettre à l'abri les populations vulnérables. Je pense en particulier aux sans-abri, qui n'avaient pas nécessairement accès à tous les services de santé. Les centres de dépistage aussi, dans ma commune, à Lyon, on a été une ville qui a été très en avance sur la mise en place de centres de dépistage pour permettre aux gens de connaître leur situation sanitaire. C'était très important. Et puis, on a été très actifs, tu y faisais référence, Jean-Luc, tout à l'heure, sur la coordination. Et là, cette fonction de coordination, on va dire que dans les communes, on en a souvent un peu l'habitude, puisque une des caractéristiques des villes, c'est d'avoir à traiter j'ai envie de dire, des métiers différents. On fait de l'éducation, on fait de la police, on fait plein de choses différentes, et on a une expertise, je dirais même, en matière de coordination, et on l'a très très largement mobilisée sur la crise sanitaire. Et au-delà de ça, on peut même se reconnaître, sans ville flatterie, hein, une capacité d'ensemblier, un savoir-faire en matière d'ensemblier. C'est aussi important de le signaler ici parce que dans un système de santé qui a tendance, c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Monsieur Bizard, qui a tendance à travailler un peu en silo, savoir travailler ensemble, être en capacité de faire ensemblier, c'est fondamental. Alors, sur le rôle des communes, des collectivités locales en matière de santé, il faut bien sûr
parler cadre de vie, mais pas que cadre de vie, il faut parler de santé environnementale. C'est vous l'avez évoqué tout à l'heure, Monsieur Bizard, c'est l'un des déterminants de santé les plus importants. Oui, quand on est dans une commune, on s'intéresse à la qualité de l'eau, à la qualité de l'air, à l'accès à des espaces de nature qui font aussi partie qui bénéficient à la santé physique, mais aussi mentale. On fait attention au mobilier, par exemple, qu'on met dans des crèches pour éviter que ces mobiliers émettent des perturbateurs endocriniens, par exemple. Enfin, la liste est extrêmement longue, mais en fin de compte, quand on est une collectivité, quand on est maire, on est finalement en lien avec énormément de thématiques qui sont directement liées à la santé de notre population. Et ça, jusqu'à un temps récent, c'était pas beaucoup reconnu, en fait, et je me réjouis d'ailleurs du travail de France Urbaine qui a permis, au travers de la loi 3DS, de faire davantage reconnaître le rôle des communes comme étant un acteur de santé. La première chose à faire, c'est que ce rôle leur soit reconnu pour que justement, et là je fais le lien avec ce que vous évoquiez un petit peu plus tôt, Monsieur Bittard, pour que justement on puisse faire partie de cette gouvernance. Pas du tout, il n'y a pas du tout dans mon propos l'intention cachée de faire, comme vous le disiez, des communes les chefs d'orchestre d'une nouvelle gouvernance territorialisée de la santé. C'est pas le sujet. Par contre, on a besoin d'être reconnu dans notre rôle d'acteur clé dans la santé. Ça, c'est important. C'est ce qu'on a obtenu récemment et là-dessus, je m'en réjouis. Voilà. Tout à l'heure, Jean-Luc Moudenc faisait référence aussi à la prévention quand j'évoquais un peu plus tôt le cadre de vie, et ça rejoint d'ailleurs la première question qui a été posée dans la salle. Bien évidemment, quand on travaille sur la qualité de l'air, la qualité de l'eau notamment, on est en train de faire de la prévention. Là aussi, l'importance de cette reconnaissance est fondamentale. Et puis, à noter aussi dans le rôle des collectivités locales, en tout cas des villes dans le système actuel, l'existence d'un certain nombre d'outils qui nous permettent déjà d'avoir un peu la main sur certains objets. Je pense en l'occurrence aux contrats locaux de santé qui nous permettent quand même de définir quelques orientations, d'avoir accès à de l'information, c'est important. Les conseils locaux de santé mentale, dans lesquels aussi les villes jouent un rôle clé. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur cette question de la santé mentale qui est aussi un peu l'oubliée souvent des politiques de santé. Or, là aussi, les villes ont un rôle très important à jouer. Ce que l'on fait en matière de sport, de culture, ce que l'on fait en matière de politique jeunesse, par exemple, sont autant d'éléments qui contribuent à une bonne santé mentale. Là, encore une fois, il est important aussi de pouvoir le reconnaître. Voilà. Et dernier mot aussi, puisque vous avez évoqué, Monsieur Bizard, tout à l'heure, la santé scolaire. Alors, même s'il est effectivement exact que l'éducation nationale est principalement en charge, je tiens quand même à préciser, et la ville de Lyon en est un bon exemple, que 11 communes en France, 11 villes en France ont un système de santé scolaire. Moi, j'ai des infirmières, des médecins qui tournent dans les écoles et qui font effectivement de l'éducation à la santé, mais pas que, qui font du repérage aussi. Ça, c'est fondamental. Le dépistage de certaines pathologies ou de certaines déficiences se font grâce à ce système de santé scolaire que je juge ici à Lyon très performant, et d'ailleurs je remercie les équipes. Et donc, mais c'est important, c'est parfois un peu un angle mort, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais avoir un système de santé scolaire performant, c'est se garantir autant de soins en moins, et c'est souvent une façon de faire de la prévention de manière très efficace. En plus, en touchant les enfants, on peut aussi souvent toucher les parents. Voilà. Donc, vous aurez compris que ce mouvement de territorialisation de la santé, bien évidemment, j'y suis moi-même, j'en suis l'un des promoteurs. Ce qui est important, c'est qu'il faut le faire, non pas, on va dire, entre collectivités, mais il faut le faire avec tous les acteurs de la santé. Donc, je me réjouis d'ailleurs du panel que vous avez convié aujourd'hui, parce qu'il faut le construire ensemble, il faut regarder quels sont les intérêts de chacun, les objectifs de chacun, si on veut avoir la bonne échelle. Mais la proposition que vous avez rappelée, que vous portez et que vous avez rappelée tout à l'heure, me semble être extrêmement intéressante. Voilà ce que je voulais vous dire de manière assez ramassée. J'aurais, comme Émile Roger, beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je vais m'en arrêter là. Merci. Je crois qu'on peut applaudir. Merci infiniment, Monsieur le maire, pour votre temps, et je me réjouis de voir votre adhésion pleine et entière. On voit qu'il y a 3 responsables de poids de collectivités territoriales, de grandes métropoles, qui sont sur la même longueur d'onde. Donc on voit que c'est mûr. En tout cas, chez les responsables des collectivités territoriales, on va voir si c'est mûr chez les professionnels de santé.
Merci infiniment, Monsieur le maire. Donc, je propose le professeur Noura Chemi, je ne vais pas écorcher votre nom. Quelle est votre position par rapport à cette évolution souhaitable du système de santé? Écoutez, merci beaucoup de me donner la parole. Je ne vais pas faire de redite parce que je rejoins, et c'était très important de rappeler la définition de la bonne santé de l'Organisation mondiale de la santé, qui n'a rien à voir avec le fait d'avoir des maladies ou pas. C'est un état de bien-être physique, mental et social, comme cela a été dit. Et donc, du coup, ça permet aussi d'enlever cette dualité qui est entre le curatif et le préventif, parce que globalement, en fait, il faut œuvrer pour la bonne santé des personnes, que ce soit dans la prévention ou dans le curatif. On peut avoir une maladie chronique aujourd'hui et malgré tout avoir un état de santé correct, socialement parlant, physiquement parlant et mentalement parlant. Donc la question qui est posée aujourd'hui, la place des métropoles comme étant des acteurs incontournables dans la santé de demain, cela semble particulièrement logique quand on regarde il me semble, vous avez peut-être davantage des chiffres détaillés, mais plus de la moitié de la population mondiale, je crois, qui vivent dans des villes de densité plus ou moins variable, avec ce que l'on vient de vivre concernant l'épidémie de la Covid. On voit que la question de la sécurité sanitaire est une question importante pour les métropoles, et plus c'est dense, plus c'est important. On l'a vu dans les grandes métropoles, il y a eu des flambées épidémiques. Effectivement, les maires étaient au premier plan. Mais il y a aussi la question, il me semble, des populations spécifiques dans les communes, dans les villes, concernant le maintien de l'habitat, etc., etc. Et je pense que c'est une compétence des municipalités et des métropoles. Et ce qu'il y a aussi, c'est que globalement, en fait, c'est un peu gagnant-gagnant, parce qu'on a tous les ans la liste des villes dans lesquelles l'état de santé des populations, c'est comme le palmarès du point pour les CHU, mais on a aussi le palmarès des villes pour l'état de santé. Et c'est vrai que c'est gagnant-gagnant, parce que souvent les entreprises qui s'installent dans des villes, c'est souvent dans des villes qui ont des populations en bon état de santé, pour pouvoir être attractifs pour les personnes qui y travaillent. Alors, globalement, il me semble, en tout cas de mon point de vue de médecin, que les objectifs qu'on doit avoir au sein des villes ou des métropoles, c'est pour être vraiment efficace, il faut cibler les populations avec des actions spécifiques, identifier les populations qui ont le plus besoin, pas ceux qui sont le plus en demande, parce que souvent c'est ceux qui sont le plus en demande, c'est ceux qui sont les plus éduqués, ceux qui cherchent à avoir une meilleure santé, qui ont accès en fait à l'information. Donc il faut vraiment cibler, me semble-t-il, les populations qui ont le plus besoin. Je pense parfois aux migrants, je pense aux personnes âgées. Je suis gériatre, soit dit en passant, donc je m'occupe aussi des patients qui ont des troubles cognitifs, qui sont isolés, qui sont dépendants, et c'est pas eux qui sont les plus demandeurs. Donc il faut être sensibilisé à ça. Le deuxième objectif, me semble-t-il, et là sur ma droite il y a Stéphane Oustric, je pense qu'il ne me contredira pas, c'est l'articulation ville, hôpital, ville, parce qu'il ne faut pas que ça s'arrête à l'hôpital. C'est un parcours de soins et parcours de santé qu'il faut voir. Et donc, c'est vrai que l'hôpital est là pour répondre à une demande, mais après, c'est le parcours. La personne, le patient, il doit revenir vers les acteurs de terrain. Et je crois aussi qu'un des objectifs des métropoles, c'est de prévoir, en tout cas d'adapter les spécificités de terrain. Je pense en particulier à la mobilité pour les patients dépendants, par exemple. Et ça, c'est un point important qui fait encore défaut dans certains territoires. Alors, quand il y avait eu la stratégie de transformation du système de santé qui avait été annoncée à l'époque, je ne sais plus si c'était en 2017 ou 2018, il y avait 5 chantiers, et un des chantiers, c'était l'organisation territoriale des soins, avec comme objectif l'accessibilité et le parcours. Aujourd'hui,
il y a en France plus de 10 millions de personnes qui souffrent de maladies chroniques, qui pour autant peuvent être en bonne santé, selon la définition qu'on vient de dire. Et qui dit maladie chronique dit pluralité des acteurs, vous l'avez cité, monsieur le maire, mais les acteurs souvent ne se connaissent pas. Et donc c'est vrai que c'est important aussi de savoir travailler ensemble, avoir des cadres, savoir qui fait quoi, avoir une coordination qui soit efficiente, et ça je pense que Stéphane Oustric ne me contredira pas, et qu'il y ait aussi des possibilités d'échange d'informations qui soient fluides, et pour ça je pense que les métropoles ont un rôle important à jouer. Vous évoquiez la question de la prévention, pourquoi le système de santé français est plutôt orienté vers le curatif, mais je crois qu'en fait le temps de la prévention est peut-être un peu trop long pour les politiques, et donc les retombées n'étant pas immédiates, c'est vrai que les décisions sont souvent difficiles à prendre, mais je crois que compte tenu de ce que vous avez cité, la démographie vieillissante de notre pays, la France a mis à peu près plus de 100 ans pour avoir la démographie actuelle vieillissante. Des pays comme la Chine vont mettre 20 ans pour avoir la même démographie. Donc ça va beaucoup plus vite dans ces pays, le Brésil, l'Iran, que je connais bien, la Chine. Et donc globalement, c'est vrai qu'on ne peut pas faire sans prévention. Alors donc prévention des maladies, prévention de la santé au sens large. Donc je crois que les métropoles ont un rôle crucial à jouer. Sans ça, c'est absolument pas possible. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais revenir au professeur Oustric. Peut-être, docteur Philippe Cuc, votre avis sur la question? Non, mais parce que je connais la répartie du professeur Oustric, donc je vais laisser la parole en dernier, parce que vous allez voir que si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de débat, il va y avoir du débat. Mais, oui, alors, merci Frédéric. Alors, nous, on a été assez passionnés par les travaux de l'Institut Santé, donc, et en particulier le dernier ouvrage, parce que c'est une approche vraiment complète de la réforme de notre système de santé. Aujourd'hui, on parle du territoire. Alors, c'est vrai que on se remet, nous, avec beaucoup de difficultés de la crise que nous venons de traverser. Et je ne vous cache pas que dès le début de cette crise, on a été les premiers à dire que ça n'allait pas. Parce que la gestion des masques par la cellule masque au ministère de la Santé, c'est un grave échec. Et donc, on s'est débrouillé sur le terrain, et on remercie d'ailleurs les collectivités locales, monsieur le maire, de tout ce qui a pu être fait sur Toulouse. Et voilà, donc on se remet. Alors, moi, ce qui m'étonne, parce qu'on est bien sûr dans une campagne présidentielle, et que le sujet, bien sûr, est difficilement abordé pour de multiples raisons, et en particulier la crise internationale, mais quand même, 2 ans de crise sanitaire qui n'est pas tout à fait finie, on devrait tirer des retours d'expérience et des points très importants pour notre futur. Et nous travaillons sur ça parce que à l'échelon régional, qui est un échelon grand, hein, je fais partie de l'Union régionale des professions de santé médecins d'Occitanie. La problématique de Tarbes n'est pas la problématique de Perpignan. Et on a souvent des difficultés à... Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse au territoire de santé, je dirais, pragmatique. Et de temps en temps, la région me fait peur devant des différences importantes, à la fois en démographie, en géographie, en compétences, en établissement, etc. Alors, nous, notre position, c'est que, indiscutablement, nous sommes à la fin d'un système. Et que, indiscutablement, il faut probablement, c'est difficile, mais il faut y aller. On est quand même fortement contrarié de ne pas pouvoir y aller dans un débat beaucoup plus démocratique dans une campagne présidentielle aujourd'hui, mais il faudra continuer à travailler. Ce que je voudrais quand même amener dans notre débat,
c'est aujourd'hui quand même la difficulté et la souffrance des soignants. On vient de se taper quand même une crise sanitaire éprouvante. On a aujourd'hui des patients qui ont été mal pris en charge, avec des retards de diagnostic, des retards de prise en charge. Nous, en chirurgie, on a été particulièrement éprouvés, avec des déprogrammations dans tous les hôpitaux et les établissements privés, avec aujourd'hui quasiment des listes d'attente, malheureusement, qui n'étaient pas en chirurgie en France. Et donc, tout ça pour dire que protégeons aujourd'hui nos soignants, des aides-soignantes en passant par les infirmières qui vous tiennent la main quand vous êtes malade. C'est important. Et aujourd'hui, on a une crise de ressources humaines très importante. Il y a tous les hôpitaux et les cliniques de France ferment des services parce qu'il manque du personnel. Moi, je suis dans un établissement où il y a 100 lits fermés parce qu'il manque du personnel. Et donc, on est dans des situations extrêmement délicates. Et je voudrais intégrer notre réflexion importante, très importante pour notre futur de notre système de santé, en ayant une réflexion quand même sur l'immédiateté des problèmes. Et ça me paraît essentiel. Et on pourrait en parler sur les déserts médicaux. Il faut trouver des solutions immédiates. On en a. Former le personnel, etc., etc. Rendre attractifs ces métiers, on en a besoin. Et tout ça, je crois, doit faire partie aussi de notre réflexion. Merci beaucoup. Chérir le court terme dans la transformation, c'est un effet essentiel. Alors là, je vais demander de répondre un petit peu aux deux questions en un du fait des contraintes de temps. Ghislaine Sicre, je sais que vous êtes favorable à cette territorialisation, mais qu'est-ce que ça changerait véritablement, selon vous, dans votre profession et votre activité? Comment vous voyez cette organisation avec les autres acteurs à l'échelle du territoire? Alors merci de me donner la parole, Frédéric, et merci de m'avoir invité. Et je remercie aussi tous les élus qui sont ici, parce que je trouve ça extrêmement important de pouvoir travailler, discuter ensemble. Et nous avons vu, nous, dans cette crise, moi je suis infirmière libérale vers Montpellier, la région est grande, et nous avons vu l'utilité des maires, l'utilité de la métropole en pleine crise et au tout début de la crise, et mon collègue vient de le signifier, parce que nous n'avions rien à cette époque-là pour aller soigner. Donc effectivement, les métropoles doivent être partie prenante, les élus doivent être partie prenante, et nous devons co-construire ensemble cette nouvelle santé de demain. Pour nous, c'est indéniable. Nous avons, et Philippe vient de le signaler, de gros problèmes avec le personnel soignant, quel qu'il soit. Il est à épuisement aujourd'hui. Nous avons au syndicat, de nombreux appels d'infirmières qui n'en peuvent plus, qui arrêtent leur métier, qui passent à autre chose et qui font vraiment autre chose. Alors on a 60 000 places d'infirmières qui sont en moins dans les hôpitaux et les structures privées. Et il y a une hémorragie de ces infirmières vers le libéral. Donc ça veut dire que dans le libéral, puisque nous sommes en plus... elles ne peuvent pas s'installer où elles veulent aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y en a plein qui arrêtent également. Donc on a un gros problème. Et effectivement, le débat qui est mené aujourd'hui sur la prévention est extrêmement important. Dans le rôle propre infirmier, il y a 5 rôles qui ne sont pas aujourd'hui utilisés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de financement, parce que ça n'a pas été réfléchi par les politiques. Ce sont le rôle de prévention, d'éducation, le rôle de coordination, d'organisation et de promotion à la santé. Et on a vu sur le territoire, que ce soit à l'hôpital d'ailleurs, partout, où ce qu'on a pu le mettre, il y a les infirmières font de la promotion à la santé, elles font du dépistage, elles font de la vaccination, vous l'avez tous vu très probablement, et tout le monde en a parlé ici. On peut aller plus loin. À mon sens, on peut aller plus loin. Il y a, et je remercie M. Doucet d'avoir soulevé ce débat sur la santé environnementale qui est extrêmement importante. Je pense que nous pourrions effectivement travailler sur l'éducation à la santé, et dès le plus jeune âge, effectivement. Et les infirmières, avant, étaient en milieu scolaire, il y en a de moins en moins. Comme il y avait des infirmières en médecine du travail, là aussi, il y en a de moins en moins. Et c'est bien dommage, parce qu'elles avaient ce rôle éducatif qui était extrêmement important.
Notamment, on peut parler aussi des infirmières en milieu scolaire, mais dans les collèges où elles faisaient l'éducation sexuelle ou autre. Mais c'est extrêmement important d'avoir tout ce panel d'éducation que l'on peut mettre en place. Alors on pourrait essayer de co-construire ensemble avec les maires et avec les localités, dans les quartiers, des journées pour éduquer la population, éduquer les familles, éduquer les enfants. Les infirmières à domicile, elles rentrent dans le domicile de la famille en règle générale et elles se rendent compte de beaucoup de choses, de la mauvaise hygiène de vie. Et c'est très important ça aussi d'éduquer les gens à ce sujet-là. Donc on doit capitaliser sur tous les professionnels de santé qui sont formés, on ne le fait pas aujourd'hui. Je pense que c'est extrêmement important et je pense qu'effectivement, nous sommes engagés avec Frédéric sur ce sujet-là qui nous semble vraiment extrêmement important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, monsieur Cholet, monsieur Ostric, et je demanderai aux autres personnalités leur mot de conclusion sur le point qui leur semble essentiel sur cette thématique. Et puis, on vous donnera la parole et il y aura ensuite un verre à côté. Monsieur Cholet, votre avis à la fois général et puis comment vous voyez un peu cette coordination entre les acteurs? Alors, d'abord, peut-être un témoignage, puisque par le souhait de Jean-Luc Boudin, j'ai eu la possibilité de m'occuper de la prise en charge du Covid à l'échelle de la ville. Et c'est vrai qu'en faisant ça, je me suis retrouvé au centre, finalement, et ce n'est pas un vain mot, de différentes initiatives, en particulier, et j'ai de très bons souvenirs avec ça, avec l'URPS, avec le Conseil de l'Ordre des médecins. Nous avons fait les centres de dépistage, nous avons organisé, avec le CHU, avec qui la vaccination s'est organisée avec puissance et détermination, mais pas que. Il y avait aussi l'ARS dans le jeu, il y avait aussi la préfecture. Et puis, rappelons-nous, au début, les choses étaient un peu compliquées. On ne savait pas qui commandait. On ne savait pas quel était le chef. Le préfet, l'ARS, pas la mairie, non, mais c'était quand même une phase un peu nouvelle dans laquelle il a fallu apprendre. Et nous avons, et je crois que c'est un des éléments très importants, tiré parti de cette expérience parce que les choses se sont organisées et qu'une forme de gouvernance partagée s'est établie au cours de ces mois. Et ça, c'est un élément nouveau qui n'existait pas et qui, quelque part, consacre aussi la présence de la métropole et des villes au sein de cette gouvernance. Je pense que vraiment, il faut garder ça en tête, il faut capitaliser là-dessus. Et puis, c'est une gouvernance partagée, j'allais dire, à plein. La mairie ne peut pas être considérée uniquement comme assurer la logistique des choses. C'est une participation à l'ensemble. Et c'est vrai que les acteurs se sont mis autour de la table et il y a là très clairement un élément nouveau. Je rajouterai simplement que c'était possible au sein de la mairie parce que nous avions la chance ici, et de façon permanente, d'avoir un service communal d'hygiène, c'est-à-dire une délégation d'État qui n'est pas une compétence mairie, mais qui fait qu'au sein de la mairie, il existait des professionnels de santé. Et je pense que c'est un peu illusoire de penser que les mairies, les métropoles vont exister dans ce concert sans intégrer en leur sein des professionnels de santé d'une manière ou d'une autre. Je voulais juste rajouter quelque chose sur ce que vous disiez sur la prévention. Tout ce que vous dites est vrai. Sur la prévention, j'ai la chance de présider la commission de prévention de la Fédération hospitalière de France. Et j'appuie tout ce qui a été dit là-dessus, c'est-à-dire que c'est l'affaire de tous, ce n'est pas une affaire médicale exclusivement. C'est quelque chose qui doit être déployé, c'est quelque chose qui doit être financé, c'est quelque chose qui doit avancer, c'est quelque chose qui manque d'indicateurs. Nous avons besoin d'indicateurs. Je vous en cite un que nous avons proposé, je ne sais pas si, et qui a été repris par certains candidats, mais c'est celui de l'espérance de vie en bonne santé, qui est cette espérance de vie, 65 ans pour les femmes, l'espérance de vie c'est 83. La différence,
c'est les maladies chroniques. C'est à partir de 65 ans que les ennuis arrivent, finalement. Et si on prévient toute la vie, on diminue cet écart-là. Il y a là un écart, un indicateur. On a besoin, la prévention a besoin d'emblèmes, elle a besoin d'indicateurs. Ça me paraît extrêmement important. Et puis, regardons aussi, nous-mêmes, au sein de nos communautés, les CLS, les contrats locaux de santé existent. Ce sont les véhicules de la prévention. Marche-t-il parfaitement bien? On peut peut-être se poser la question dans certains cas, et pas simplement le CLS, le contrat local de santé mentale. L'ensemble des CLS dans toutes les villes existent. Ce sont des véhicules qui ont été faits pour ça, mais qui, à mon avis, méritent d'être améliorés ou stimulés. Merci infiniment. Professeur Ostric, votre point de vue, s'il vous plaît. Je ne comprends pas votre petit sourire, Frédéric. Non, aujourd'hui, c'est les métropoles dont François vient d'amener les éléments fondamentaux. La crise Covid a révélé les insuffisances et les carences notoires de l'élément centralisateur. C'est clair. On en parlait longtemps avec M. le maire, en disant on ne peut pas construire une ville, on ne peut pas construire notre jardin secret. Mon jardin, c'est Toulouse, tout le monde le sait. Alors j'ai essayé de voir un peu à côté ce qui se passait, bien sûr, et d'étendre mon horizon. Mais quand ça a tapé dur, il n'y avait plus personne. Là, on s'est rendu compte, François l'a très bien dit, on était 3 et on n'était pas beaucoup enfermés à la préfecture. Et quand on n'a pas eu de masque, on n'a rien eu. On a eu d'un côté le maire, président de la métropole, qui a dit nous, on a des masques, on va protéger les soignants. Et donc, on a pu, grâce à la dotation, c'est le seul, je ne vais pas parler des autres, mais je vais parler de celui qui a fait. Donc, on a protégé immédiatement tous les médecins et tous les infirmiers, parce qu'on est allé ensemble avec les collègues infirmiers. On est allé dans les unités Covid qu'on a menées sur le territoire, en proximité. Le ministre disait il faut 6 unités Covid. On a discuté avec le préfet, le directeur général de l'ARS, on a dit non, il en faut 60. Parce que moi, je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais par contre, dans mon quartier ou dans mon petit territoire, je comprends mieux. Donc le territoire, c'est la réalité. Voilà. Alors, ça pouvait être la ville, mais c'est vrai que la communauté d'agglo et tous ces éléments-là ont trouvé un peu plus de sens. Et puis, c'était compliqué. Et puis, on a vu une générosité de l'ensemble des citoyens, les carrossiers, les peintres, les coiffeuses, les cuisiniers. On a eu les charlottes, les surblouses. C'était extraordinaire quand même, parce qu'on ne savait pas. Et puis, comme je l'ai rappelé récemment au Premier ministre, on se demandait lesquels d'entre nous allaient mourir. Voilà. Donc c'est là où on se dit que finalement, dans une décision enfermée dans un bureau, à ne pas savoir de quoi ils parlent parce qu'ils sont ni croyants ni pratiquants, on s'est dit que finalement, notre vrai périmètre, c'était notre cours de récréation. Et donc moi j'aime bien que ce soit Toulouse, vous voyez, je m'y reconnais. Donc je pense que c'est là-dessus où il faut structurer. Le bien-être, c'est de la proximité. La bonne santé, c'est comment est fait ton jardin public à côté, quels sont les aménagements. Tu ne peux pas avoir une décision qui vient d'en haut, qui te met une norme, voilà, que l'on norme les éléments en termes de matériaux, bien sûr, sans perturbateurs endocriniens ou autres, parce que c'est aujourd'hui un repère, heureusement, de la population et des citoyens, mais on ne va pas le décider à l'état de la région. C'est ingérable. Moi, je ne sais pas ce qui se passe en Lozère, même si je vais beaucoup à ma petite voiture voir tous les généralistes dans les coins paumés de l'ancienne région. Mais ça, c'est la réalité. Donc aujourd'hui, il faut qu'on redonne les capacités aux décideurs locaux dans les territoires, et certainement que les métropoles ou l'agglomération, c'est le bon échelon, pour avoir la réalité de la conception, bien sûr, du bien-être, bien sûr de la qualité de vie, mais aussi de la valorisation des professionnels de santé qui sont dans leur territoire. Parce que ça a été terrible pour les citoyens de pouvoir penser qu'à un moment donné, on leur a dit, bon, maintenant,
quand la pandémie a été annoncée, c'était à quel moment on voyait le directeur général de la santé tous les jours qui nous annonçait les morts. Enfin, c'était nécrologique, quoi. Voilà, on se disait c'est bon, on revient à des temps anciens. Mais les gens, on les a mis devant leur mort, les professionnels devant des souffrances, mais ce qui n'a pas été dit dans les suites de ce qu'a dit Philippe, c'est qu'on a dit à des médecins, vous n'êtes pas des généralistes, vous n'êtes pas des infectiologues ou des urgentistes ou des réanimateurs, dégagez, rentrez chez vous, vous ne servez à rien. Ça a été terrible. On a tout déprogrammé et on les a mis dans une situation de sidération. Et donc on s'est dit que finalement on n'avait pas été bienveillant avec ceux qui donnent au quotidien sans s'en rendre compte. Parce que ça a été décidé. Et donc s'il doit y avoir dans la dynamique de la loi 3DS, mais que les métropoles, et je pense que les métropoles ont la capacité, bien sûr, de pouvoir s'emparer de cette dynamique-là, on ne va pas faire que de la prévention. La prévention, elle est majeure, parce qu'elle va reprendre des éléments dont on parle, l'éducation à la santé, le bien-être, l'activité physique adaptée à la santé. Vous ne le savez pas, mais l'activité physique à la santé, en dehors des centres hospitaliers, il n'y en a qu'un en libéral, et il est dans la maison de santé. Mais c'est que l'ARS qui l'a porté. L'État pense que ce n'est pas intéressant. Pour autant, tous les jours, on dit que l'activité physique adaptée à la santé pour les patients qui ont des maladies chroniques, c'est capital. Mais par contre, on ne finance pas. On ne finance pas parce que ce n'est pas une lettre clé et que nous, nos lettres clés, c'est le curatif. Voilà. Et donc, c'est vraiment dramatique de pouvoir penser qu'on en est à ce niveau-là de retard. Après, ça a été très bien dit. Un ministre qui arrive, il veut une loi de santé publique. Sinon, il n'a pas de sens et il se dit, je vais être dégagé mercredi prochain. Enfin, avant mercredi prochain. Voilà. Et donc, c'est le gros problème, puisqu'il faut entre 10 et 20 ans pour que ça s'applique. Donc, moi, je n'ai pas d'autre message à donner. Je pense qu'elles ont été, les métropoles, révélées, bien sûr, à l'indicateur de la pandémie qui nous a touchés. Ça a redonné du sens et certainement, ça a fait penser aux citoyens que c'était vraiment à lui de s'emparer réellement de cette thématique et que c'est la proximité qui va lui amener dans son territoire tous les éléments qui sont nécessaires et qu'il attend pour bien vieillir, mieux vieillir à son domicile, parce qu'on ne pourra pas se payer, Fatih, l'institutionnalisation de tout le monde, surtout dans la crise annoncée de certains établissements. C'est l'actualité, je crois, Frédéric. Voilà. Donc en tout cas, moi j'appelle vraiment de mes voeux une action forte. J'ai entendu qu'il y avait des actions sur trouver de l'espace, parce que de l'espace c'est bien. Quand on respecte la qualité au travail de ces soignants, on respecte les citoyens qui vont à la rencontre de l'ensemble de ces soignants. Et je pense que pour s'occuper des autres, il faut d'abord que la santé de ces soignants soit réellement prise en compte, ce qui pendant trop longtemps a été totalement, bien sûr, banni de nos pensées. Merci. Merci infiniment. Bien, on vous donne la parole. Vous voyez, on n'a pas préparé cette réunion à l'avance pour qu'il y ait cette unanimité, mais c'est quand même intéressant de voir le consensus qu'il y a autour de cette évolution systémique, parce que c'est une évolution systémique. Donc il n'y a plus qu'à, il suffit un peu de volonté politique. Monsieur, et puis peut-être on pourrait écouter monsieur Fèvre, qui est donc à la tête de cette institution locale du CHU, qui, je suis sûr, aura une réaction à tout ce qui s'est dit. Mais non, allez-y, monsieur, vous aviez après. Bonjour, je me présente, je suis Navid Toumi, je suis le coprésident de l'association Micro-Sillon. C'est un GEM, un groupe d'entraide mutuelle. On s'occupe de handicap psychique et des maladies invisibles. Nous avons eu un très très gros problème pendant la crise du Covid, puisque nous nous occupons de personnes qui sont en état de faiblesse et c'est un public très fragile. On nous a imposé des jauges. Le problème, c'est qu'on n'a plus pu recevoir nos adhérents et ça a été une catastrophe. Ça a été des dépressions en cascade, il y a eu des hospitalisations, ils ont été internés. Bon, je ne vous dis pas le massacre qu'il y a eu. On a eu destruction, on va dire, massive de 30% de nos adhérents qui ont dû surconsommer les médicaments. Bon, bref, une véritable cata. Je ne parle pas des suicides, parce que là, c'est...
Alors, moi, ma question, elle est simple, hein, parce que le problème, c'est que tous les malades ont été mis dans le même sac. L'État a mis 3 mois avant de libérer les sorties pour des passe-droits, entre parenthèses, pour les personnes en état de maladie psychique, pour qu'ils puissent sortir de leur domicile sans avoir la zone de fermeture ou le couvre-feu. 3 mois. Vous imaginez 3 mois avec une personne enfermée dans sa famille qui est touchée par l'alcoolisme et tout le reste. Bon, 3 mois, la télévision en a parlé. Ma question, elle est toute simple. Pourquoi, vous n'y êtes pas rien, M. Moudin, et on vous remercie pour le local que nous avons, pourquoi est-ce que les salles n'ont pas été mises à la disposition pour qu'on puisse, nous, par rapport aux jauges, obtenir des salles municipales plus grandes pour que nos adhérents puissent venir. Parce que nous, on ne pouvait accueillir que 6 personnes dans le local. 3 salariés, 3 personnes. Vous imaginez, sur 80 adhérents? D'accord, merci. On va prendre merci, monsieur. On va prendre deux, 3 questions. Peut-être, et puis je laisserai monsieur Lefebvre donner son avis. Pas d'autres questions? Peut-être, monsieur. Oui, merci beaucoup à vous. Donc je donnerai un peu mon témoignage, mais de ce que les professionnels ici présents ont très bien exprimé, et monsieur le maire aussi. La crise Covid nous a rapprochés, peut-être après une période où on était chacun un peu dans notre couloir de nage, chacun voulant en tout cas bien faire. Et on est attaché à rester dans cette proximité, convaincu que chacun a une partie de la réponse que vous avez très bien exposée. Il y a autour de cette table des organisateurs remarquables. Le CHU l'a été, et nos 2 professeurs vous ont bien exprimé à la fois leur capacité à organiser le CHU et de l'adapter à l'incertitude à laquelle on a dû faire face. Et puis le professeur Oustric, je crois, a été remarquable aussi pour organiser une médecine de ville. Ce que le maire a dit et ce que M. Oustric a repris, cette couverture harmonieuse là, du territoire, c'est un sujet certes rural, on l'a souvent évoqué comme ça, mais il est très très urbain. Bon. Et le CHU ne peut être fort que s'il a à côté de lui des correspondants de ville très bien organisés. Et ce qui se fait sur la métropole aujourd'hui, ce qui se prépare dans une couverture par des CPTS, par des médecins de ville organisés et qui couvrent de manière harmonieuse l'ensemble de la métropole qui représente 1 million d'habitants, est un enjeu essentiel pour que le CHU soit à sa place, dans toute sa place, pas au-delà de sa place, et qu'il ait à côté de lui des acteurs aussi essentiels que la médecine de ville, aussi bien organisée. Si je devais vous exprimer les difficultés que le CHU vit, c'est quand on le sollicite trop, c'est-à-dire quand les autres acteurs ne sont pas en capacité de pouvoir parfaitement rendre une part de la mission que l'on partage ensemble. Et donc ce qu'on a vécu pendant la crise Covid, à Toulouse comme dans d'autres métropoles, j'étais à Limoges, donc j'ai eu un grand plaisir d'écouter notre maire, et on a vécu médecine de ville, conseil de l'ordre, CHU que je dirigeais comme établissement privé, une aventure où on a été toujours à aborder les choses ensemble, à s'exprimer de manière univoque, et je crois que la population attendait ce rôle de notre part, et je crois que Toulouse a été aussi très très exemplaire pendant ces 2 ans. Mais ce que je veux surtout dire pour quelqu'un qui exerce cette fonction depuis 2 mois ici, c'est que nous avons des acteurs qui réfléchissent l'avenir tel que vous le présentez, c'est-à-dire à l'échelle de la métropole et en étant très très au coude à coude, parce que chacun a sa place et ne veut pas l'avoir au-delà de ce qu'on attend de lui. Le concept One Health, c'est bien sûr très important parce qu'on est dans le curatif, même si le CHU, c'est aussi l'université, son partenaire, et de réfléchir ce que peut être la santé de demain, d'être aussi dans une expertise qui garantit que les eaux usées ne polluent pas. Enfin, je veux dire, on a beaucoup travaillé sur l'identification, par exemple, de la Covid dans les eaux usées. Ça nous permettait parfois d'identifier quelques clusters 8 jours avant, important pour organiser les choses. Donc on voit bien qu'il y a un rôle aussi important que le CHU, que l'université dans sa formation ou dans sa recherche peut apporter. Mais une fois encore, j'y reviens encore, le travail collaboratif est dans un territoire où peut-être sans doute, comme vous l'exprimiez en introduction, et moi j'en suis en tout cas partisan, il y a une organisation, une structuration
qui nous mettent non pas sur un groupement de territoires hospitaliers, mais de santé et qui réunissent professionnels de santé que nous sommes, élus qui organisent, pilotent, apportent une vision, et les usagers doivent être également présents dans ce cadre-là. On n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, mais ils ont une voix à exprimer, à porter à nos côtés et à nous rappeler le sens de notre mission. Merci infiniment, M. Lefebvre. On peut applaudir votre soutien à cette évolution-là, et l'ensemble de vos collègues est absolument essentiel. Merci beaucoup. On va répondre à la question de monsieur. Monsieur avait une question, si ça peut être assez rapide pour qu'on puisse libérer tout le monde et qui commence à avoir soif. Laurent Schmitt, conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Alors, j'ai trouvé remarquable cette session, et je voudrais dire, il y a une vision d'espoir, mais il y a des points d'attention. La vision d'espoir, les métropoles doivent participer à l'élaboration de ce qu'on appelle les programmes régionaux de santé et les programmes régionaux de santé et d'environnement qui se mettent en place actuellement à partir du milieu et de la fin de 2022. Et les métropoles, elles ont un rôle majeur de donner un certain nombre d'indications. On pourrait dire que ce sont les pierres de touche de ce que le citoyen ressent en termes de santé. Et donc ça, c'est un point, et je salue cette réunion. Après, il y a des messages d'attention. Premier message d'attention, les métropoles et les territoires n'ont aucun rôle dans le nombre de soignants fabriqués. Il y a une structure qui s'appelle l'ONDPS, et cette structure est une structure nationale qui gère les chiffres de façon globale, et il n'y a aucun effet des territoires, qu'ils soient départementaux ou régionaux. Donc, premier message d'attention par rapport à une vision très territoriale. Une sorte de dialogue compliqué entre le national et le local. Deuxième message d'attention, il existe ce qu'on appelle des conseils territoriaux de santé. Ils existent dans chaque département. Ils ont ce rôle de faire la synthèse au niveau des usagers des problèmes sanitaires ou médico-sociaux. Ils doivent aussi intervenir dans le débat et dans la structuration que vous proposez, parce que nous avons déjà dans le millefeuille que vous connaissez bien des conseils territoriaux de santé, des conférences régionales de santé, des conférences nationales de santé, et il faut prendre en compte qu'il y a déjà des dispositifs qui existent. Ce sont donc des messages d'attention. Et puis le dernier point, je serai bref, l'hybridation entre les GHT, les CPTS et peut-être des intérêts publics et privés qui sont devenus des intérêts nationaux est sans doute une hybridation complexe. Et là, je crois qu'il y a une attention à porter. Merci beaucoup. Alors, non, je vais répondre à cette question et je laisserai Monsieur le maire à la fois répondre à la question et puis donner le mot de conclusion. Je vous invite à lire, parce que vous avez parfaitement raison sur ce que vous dites, les points d'attention, puisque ça a été des points qui ont été travaillés. En fait, et c'est ce qu'il y a d'extrême dans le message d'optimiste, c'est qu'en fait les outils existent, la plupart des outils existent pour réaliser cette bascule qu'on a dit vers la territorialisation et vers la santé publique. On a créé des conférences territoriales de santé, on a créé des conférences régionales de santé, on a créé des conférences nationales de santé. Et donc nous, ce que l'on propose, c'est de les intégrer dans les structures, d'utiliser les outils, mais de leur donner un réel pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, on a créé les outils, mais on ne leur a pas donné vraiment de fonction. De la même façon qu'on a créé cette loi de 2002 qui donne des droits et des devoirs aux patients de façon remarquable, sauf qu'on ne leur a pas donné les moyens de les exprimer. Mais nous, on pense que les patients, d'abord, ils doivent être formés. Il doit y avoir un département de patients, on pense, dans toutes les universités médicales. Et on pense qu'il faut les considérer comme des professionnels de santé, ceux qui ont été formés et qui ont un vrai rôle. Donc il faut, voilà, c'est ça, il faut rendre tout ça systémique. Et vous avez parfaitement raison, ne réinventons pas ce qui existe, utilisons tout ce qui existe. Et il y a plein de choses qui existent. De la même façon qu'il y a déjà plein de choses qui font ce que l'on est en train de faire. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait quelques cas particuliers de gens particulièrement entreprenants et audacieux qui le font. Il faut que ça soit partout, la chose. Donc il faut que ça fasse système avec des gens normaux, pas qu'avec des héros qui, dans leur coin, ont réussi à faire ce que l'on veut faire. C'est ça, là, un petit peu la question. Il faut rendre tout ça systémique. Voilà.
Je propose, monsieur le maire, d'abord, vous avez été à parler. Bon, sachez que votre population, le système a été débordé, donc le sentiment que vous avez eu, en effet, elle n'a pas bien répondu. Je laisse monsieur le maire répondre sur la question de la salle et de la taille de la salle, parce que je ne fais pas. Voilà. Et puis, si vous pouvez, monsieur le maire, nous dire le mot de conclusion. Et encore une fois, je profite pour vous remercier infiniment parce que vous avez été le moteur avec les organisations que vous représentez dans cette réunion. Donc, au nom de l'Institut Santé, je tiens absolument à vous remercier vivement de votre rôle dans cette réunion. Bien, alors je vais vous décevoir parce que je n'ai pas les éléments de réponse à cette question qui est très, très spécifique. Et je n'ai pas demandé à notre collègue adjointe chargée de la gestion des salles de venir à ce forum parce que sinon, elle aurait eu la réponse. Effectivement. Oui, non, mais on a... Non, mais ce qui est sûr, en tout cas, ce que je peux vous dire, et François était témoin et d'autres collègues qui sont ici également, c'est que nous avons vécu pendant des mois et des mois dans l'inconnu du lendemain. Les protocoles sanitaires changeaient tous les jours. Là où ça a été le plus dur pour nous, c'était pour les écoles. Parce que là, il y avait un enjeu extrêmement sensible. Et le protocole sanitaire, parfois, nous le recevions le dimanche soir du ministère pour application le lundi matin. Et le préfet et le directeur de l'ARS n'étaient pas davantage préalablement informés que nous. Voilà. Donc, sur la gestion des salles, effectivement, il y a eu sans doute une application drastique du principe de précaution. On ferme, on dit non. Bon, voilà. Donc, il y a pu avoir des frustrations et des difficultés, et je crois qu'on peut les regretter, effectivement. Voilà. Non, mais je suis en responsabilité, donc je suis pas. Mon rôle n'est pas de dire que je suis pour rien. Je dis que j'ai vécu ce que j'ai vécu, et après, bon, ben, on n'a pas forcément tous les éléments. Ouais. Voilà. Ok. Donc, alors, quelques mots pour conclure, sans pour autant conclure sur le fond, mais pour conclure ce temps d'échange. D'abord, bien sûr, pour vous remercier d'avoir été là, d'y avoir participé, d'y avoir assisté. Remercier l'ensemble des intervenants de qualité et représentant une pluralité de points de vue et de positions que je crois intéressantes. Remercier en particulier, vous le comprenez, mes deux collègues qui ont participé, que ce soit Roger Lamberti, maire de Limoges, ou Grégory Doucet, maire de Lyon. À France Urbaine, nous fonctionnons de la manière suivante. Nous travaillons avec des commissions par thème. Il n'y a pas un président de commission, il y a deux coprésidents. L'un qui est plutôt du côté droit, l'autre du côté gauche. Comme ça, on balaie l'ensemble du spectre. Et ça ne nous empêche pas. Ça ne nous empêche pas. C'est peut-être une leçon pour le débat politique national. Ça ne nous empêche pas de garder nos différences, mais de bâtir des convergences. Et ça, je le retiens parce que, quelque part, c'est ce à quoi ce débat nous invite. Ça a été dit dès le départ par Frédéric Bizard et ça a été répété par beaucoup ensuite. Nous sommes sur un sujet d'une grande complexité. On voit bien que quand on aborde un problème, tout de suite, il y a un autre problème qui s'enclenche. C'est complexe. Ensuite, et le professeur Schmitt vient de nous le détailler en nous servant force acronymes et sigles, effectivement, nous avons déjà beaucoup de structures, beaucoup d'instances. Nous ne sommes pas la France pour rien. La monarchie capétienne nous a légué un système administratif que les autres régimes ont fait perdurer et prospérer. Donc effectivement, tout cela est compliqué. Et j'ai toujours pensé que lorsque l'on multipliait les instances, lorsqu'un pouvoir décide de multiplier les instances, c'est qu'en réalité, ce pouvoir-là veut garder le pouvoir. Et donc, la petite révolution à laquelle il faut que nous poussions dans cet avenir que nous souhaitons prochain, de réforme de l'organisation, c'est une franche décentralisation. Parce que là-dessus,
quelles que soient les différences de position des uns et des autres, on a bien vu qu'il y avait désormais une attente consensuelle pour ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde aura la même idée de décentralisation. Chacun va vouloir sans doute jouer son rôle. Mais en tout cas, on ne peut plus continuer comme ça. Les ARS, et je témoigne que nous avons ici un directeur, Pierre Ricordeau, qui a été très réactif, qui a fait vraiment le maximum de ce qu'il pouvait faire avec le souhait du dialogue et une grande compétence professionnelle. Pour autant, il est dans un système. Et le système de l'ARS, le système des ARS, a montré ses limites à cette occasion-là. Et je crois que nous l'avons tous ressenti, et je le répète une fois de plus, sans incriminer les hommes ou les femmes qui sont derrière ce système. Donc effectivement, ce que je crois, c'est qu'il faut qu'il y ait un débat, que ce débat soit transversal, et que l'on voit comment on peut faire bouger les choses avec les éléments dont on dispose, sans rajouter une couche supplémentaire, sans rajouter une structure de plus, là où il y en a déjà beaucoup. Et donc si on peut avoir de la coopération, de la simplification et de la lisibilité, en faisant en sorte que chacun amène sa contribution, alors je crois qu'on pourra écrire ensemble une autre page de la santé que j'appellerai en résonance avec la proximité et la vie quotidienne des gens. Sur le rôle des métropoles. Les métropoles n'ont pas à avoir un rôle de domination ou de direction, pas du tout. Je ne le revendique pas. Mais simplement, les métropoles, effectivement, ont été créées par une loi en 2014. Depuis, elles se sont affirmées. Nous avons 22 métropoles en France. Et je crois que les métropoles, tout comme les intercommunalités, sont effectivement pour avancer. Je vais vous livrer, et je terminerai par là, un témoignage qui ne surprendra pas mes collègues qui sont élus à mes côtés ici. La métropole, je ne suis pas sûr que le citoyen lambda sache exactement comment ça fonctionne, hein, compte tenu du système de scrutin, qui est un scrutin direct mais un peu à l'aveugle. Je ne suis pas sûr que tout le monde sache comment ça fonctionne. Donc je crois que c'est important de témoigner. La métropole a une particularité par rapport à toutes les autres collectivités, que n'a pas une mairie, que n'a pas un département, que n'a pas une région, que n'a pas le Sénat, que n'a pas l'Assemblée nationale. C'est que dans une métropole, on ne fonctionne pas avec une majorité politique. Partout dans les assemblées que j'ai citées, il y a une majorité et une opposition. Une métropole, une intercommunalité, ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est composé de communes. Ces communes sont de tailles différentes et elles ont des maires de sensibilités extrêmement diverses. La métropole, l'intercommunalité, c'est une construction commune qui est telle que chacun coopère avec les autres. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Ici, à la métropole, quand je préside le conseil de métropole, à part quelques délibérations qui sont un peu symboliques ou épidermiques, il y a 80-85% des élus qui votent la délibération. Pourquoi ? Parce que la délibération, elle vient après un travail que les gens ne voient pas trop, mais qui est un travail collaboratif, coopératif, où chacun reste lui-même, où chacun est respecté dans son identité politique, dans son identité communale, mais l'idée, c'est on fait ensemble. C'est une idée dont, à mon avis, la vie politique française aurait besoin, surtout en ce moment où ce que certains éditorialistes appellent la fatigue démocratique est malheureusement à l'ordre du jour. C'est à cause de ça d'ailleurs qu'on a une campagne électorale, enfin là, je dis ce que je pense à titre personnel, j'engage personne. On a une campagne électorale d'une pauvreté crasse, où les sujets de fond ne sont pas traités. Les sujets importants ne sont pas dans le débat, et parmi ces sujets importants, la santé,
quand on demande à chacune ou chacun ce à quoi il est le plus attaché dans la vie, parmi les 2-3 premiers sujets, il y a quand même la santé, sa propre santé, la santé de ses proches. Bon, eh bien, effectivement, la santé n'est pas dans le débat. Pour autant, il y aura des choix à faire, et je souhaite que ça soit dans l'esprit des métropoles, c'est-à-dire réunir, faire converger, plutôt que des décisions par couperet qui descendent de manière verticale. Voilà. Merci à vous tous. Et puis maintenant, je vous convie au pôle d'amitié.